Alerte de septembre 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 8 de septembre 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites des Danses du Prince Igor d'Alexandre Borodine. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Souscription au capital de PME. En ce qui concerne les souscriptions au capital de PME et les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité, la loi de finances pour 2018 a prévu de soumettre à un plafond le montant des frais et commissions directs imputés au titre d'un même versement par les sociétés holding, les gérants et dépositaires des fonds d'investissement, les intermédiaires exerçant une activité de conseil ou de gestion ou les personnes physiques ou morales qui leur sont liées. Ce plafond des frais et commissions, qui tient compte du montant des versements, de la valeur liquidative du fonds et des distributions effectuées, a été enfin fixé. Retenez que le montant des frais et commissions imputables au titre d'un même versement ne peut excéder l'un des plafonds suivants. 30% au total sur la durée de l'investissement, 5% perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, 12% pendant les 3 premières années suivant le versement, 3% par an à compter de la 4e année suivant le versement. Ces plafonds s'appliquent au versement au capital de PME effectué à compter du 1er janvier 2018. Limite du régime simplifié d'imposition. L'administration vient d'aligner les règles d'appréciation des limites du régime simplifié d'imposition sur celles qui régissent le régime micro-BIC. Il en résulte notamment que les recettes réalisées par un contribuable exploitant plusieurs entreprises commerciales sont globalisées. En cas d'exploitation d'entreprises commerciales par plusieurs membres du même foyer fiscal, il convient toutefois de distinguer selon que chacun d'eux exploite une entreprise à titre individuel ou selon qu'ils doivent être regardés comme exploitant ensemble la même entreprise. En application de la doctrine relative au régime micro-BIC, les règles régissant les activités mixtes concernent les entreprises du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'œuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Produits financiers. Un dividende constitue une créance acquise à la date de l'Assemblée ayant décidé de la distribution. Au plan fiscal, dès lors que la créance est certaine dans son principe et dans son montant à la date de l'Assemblée générale, son imposition doit en principe intervenir au titre de l'exercice correspondant en vertu de la règle des créances acquises. Cela étant, l'administration admet depuis longtemps qu'un retraitement extra-comptable puisse être opéré par le contribuable pour assujettir ses dividendes à l'impôt seulement au cours de l'exercice de perception effective. Provision pour créances douteuses. Lorsqu'une entreprise constitue une provision pour créances douteuses, elle a toujours la possibilité d'espérer le retour à meilleure fortune du débiteur, alors qu'en cas d'abandon de créance, la perte est définitive. Une illustration. Une provision destinée à couvrir le risque de non-remboursement d'une créance détenue par une société sur sa filiale espagnole a été constituée compte tenu de la situation nette négative de cette dernière. L'administration ne peut réintégrer cette provision au motif que, pour faire face au risque de dépréciation de sa créance, la société pourrait soit procéder à une augmentation du capital social de la filiale,
soit lui accorder une aide par le biais d'un abandon de créance. Plus-value de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux. Le créateur est dirigeant d'une société non cotée, détenteur de 49,99% du capital, a exercé l'option d'achat que lui avait consentie l'actionnaire majoritaire, puis il a revendu ses actions le même jour à un nouvel actionnaire. Pour le Conseil d'État, la plus-value réalisée à cette occasion ne rémunère pas une activité d'intermédiation et elle n'est donc pas imposable comme un bénéfice non commercial, mais comme un gain en capital. Oui, dans cette espèce, les circonstances montraient que le dirigeant avait agi et pris des risques dans l'intérêt de l'entreprise. La plus-value ne constituait donc pas la rémunération d'un service rendu, mais procédait de l'activité professionnelle de l'intéressé en assumant ses responsabilités de dirigeant. TVA et crédit-bail immobilier. Un immeuble donné en crédit-bail est affecté à une activité de sous-location taxée à la TVA. Si cet immeuble est cédé par le crédit-bailleur au crédit-preneur, qui le revend le jour même à un assujetti l'affectant aussi à une location taxable, les deux ventes bénéficient de la dispense de TVA. TVA, taxation de l'indemnité d'occupation sans titre. Une indemnité accordée aux bailleurs de locaux par le juge judiciaire au titre de l'occupation illégale par le preneur après résiliation du bail n'est pas taxable car elle vise seulement à compenser le préjudice causé au bailleur par l'occupant sans titre. TVA, immixtion d'un holding dans la gestion de ses filiales. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, reprise par le Conseil d'État, que, à la différence de la simple détention de parts sociales, l'immixtion directe ou indirecte d'un holding dans la gestion de ses filiales constitue une activité économique conférant à celui-ci la qualité d'assujetti lui permettant par suite d'exercer un droit à déduction de la TVA d'amont. Dans ce contexte, la location d'un immeuble par un holding à ses filiales suffit-elle à caractériser une telle immixtion lorsque la location en cause est soumise à la TVA? Oui, pour la CJUE, la location d'un immeuble par un holding à ses filiales constitue une immixtion dans la gestion de ces dernières et elle doit donc être considérée comme une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA sur les dépenses supportées par le holding en vue de l'acquisition de titres de ses filiales. À condition bien entendu que la prestation de location présente un caractère permanent, qu'elle soit effectuée à titre onéreux et qu'elle soit taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée. Conditions de conservation des factures de vente créées informatiquement et transmises sur papier. L'administration a précisé les conditions de conservation des factures créées à l'aide d'un logiciel de facturation et transmises aux clients sur support papier. Ces conditions s'appliquent depuis le 1er juillet 2018, les entreprises ayant désormais plusieurs possibilités. Soit elles peuvent conserver un double papier de la facture transmise, ce qui suppose l'impression de deux documents, l'original de la facture destinée au client et son double papier qui doit être archivé par le fournisseur. Ou bien, elles peuvent conserver les factures de vente en respectant les conditions ci-après. Soit elles impriment les exemplaires papier des factures de vente émises sous forme papier, numérisent ces exemplaires et les sécurisent. Soit elles sécurisent les fichiers de facture conservés sous format PDF ou PDF A3 en garantissant la reproduction à l'identique et impriment ces fichiers pour adresser l'original papier de la facture de vente. Sanctions fiscales et pénales. Rien ne s'oppose à ce que des poursuites pénales soient engagées pour fraude fiscale à l'encontre d'une personne physique
représentant une personne morale qui a déjà fait l'objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits. Par suite, en condamnant un contribuable pour des faits de fraude à la TVA, pour lesquels la société dont il était gérant s'était déjà vu appliquer des sanctions fiscales, une cour d'appel ne méconnaît aucune disposition légale ou conventionnelle. Loi pour un État au service d'une société de confiance. Cette loi, adoptée en août 2018, renforce le droit à l'erreur du contribuable et institue de nouvelles garanties. Il faut en retenir les dispositions suivantes. L'intérêt de retard est réduit de 50% en cas de rectification spontanée avant tout contrôle d'une erreur de déclaration. La procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle, jusqu'alors réservée aux vérifications et examens de comptabilité, devient applicable en cas de contrôle sur pièces et d'examen contradictoire de situations fiscales personnelles. La doctrine administrative permettant de ne pas appliquer l'amende en cas de défaut de déclaration des commissions, courtages et honoraires au titre des 3 années précédentes est légalisée et étendue aux régularisations en cours de contrôle fiscal. Sous certaines conditions, l'amende de 5% sanctionnant le défaut de production de certains documents devient non applicable en cas de réparation de cette omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration. La sécurité juridique des entreprises dont la comptabilité est contrôlée est renforcée. Dorénavant, tout point examiné et ne faisant pas l'objet d'une rectification peut, sous certaines conditions, être opposé à l'administration lors d'un contrôle ultérieur. Les commissions administratives des impôts deviennent compétentes pour se prononcer sur le caractère de charge déductible ou d'immobilisation de toute dépense. Un recours hiérarchique est institué en faveur des contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces. Afin de sécuriser les projets de construction ou d'aménagement les plus importants, 4 dispositifs de rescrit sont créés en matière de taxes d'urbanisme. Une limitation globale de l'ensemble des contrôles menés par les administrations à l'encontre des PME va être expérimentée dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et pour une durée de 4 ans. L'ensemble des contrôles opérés par les administrations, URSSAF, concurrence, consommation et répression des fraudes, contrôles fiscaux ou douaniers, etc., à l'encontre d'une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, ne pourra pas dépasser une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans. Le gouvernement pourra instituer par ordonnance une nouvelle relation de confiance permettant aux entreprises de demander à l'administration une prise de position formelle dans des conditions spécifiques. Le dispositif d'application de sanctions pénales spécifiques au cas de divulgation du taux de prélèvement par les collecteurs de la retenue à la source est abrogé. L'administration fiscale rend librement accessible au public, par voie électronique, les informations qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations des 5 dernières années. Enfin, une dispense de l'obligation de télédéclarer les revenus et télépayer certains impôts est instituée en faveur des personnes résidant dans les zones où aucun service mobile n'est disponible. Actualité juridique du mois, mésentente entre associés. Vous savez qu'un mandataire ad hoc peut être désigné en justice pour effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps. Par exemple, la convocation d'une assemblée générale, la représentation d'un associé à une assemblée, la vérification de la feuille de présence, etc. Ainsi, un mandataire ad hoc peut être nommé en raison d'une mésentente entre associés,
afin de réunir une assemblée appelée à statuer sur les comptes sociaux, même en l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et la menaçant d'un péril imminent. Vous noterez que les conditions de désignation de ce mandataire sont moins rigoureuses que celles de l'administrateur provisoire, dont la mission plus large est de gérer une société dont le fonctionnement est lourdement affecté par la mésentente entre associés. Action en nullité d'une délibération d'associés, une décision à connaître. Un associé minoritaire de SARL conteste la délibération d'une assemblée ayant octroyé une rémunération au gérant. Estimant que cette délibération a été adoptée à son détriment et est contraire à l'intérêt social, il en demande l'annulation pour abus de majorité et agit en réparation du préjudice causé par cet abus. Quel est le délai de prescription de ces actions ? Pour la Cour de cassation, l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale et non quinquennale. Cette solution est applicable tant aux sociétés commerciales qu'aux sociétés civiles. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que l'action en réparation du préjudice causé par l'abus de majorité se prescrit par 5 ans et non par 3 ans. En conséquence, vous retiendrez qu'un associé qui n'est plus recevable à demander la nullité d'une décision d'associé pour abus de majorité parce que son action a été engagée plus de 3 ans après l'adoption de la décision peut encore agir en réparation des conséquences de l'abus si l'action est formée dans les 5 ans qui suivent la date de cette décision. Augmentation de capital non réalisée. Lorsqu'une société anonyme a décidé d'une augmentation de capital en numéraire et que cette augmentation n'est pas réalisée dans le délai de 6 mois à compter de l'ouverture des souscriptions, toute personne y ayant souscrit peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds et de les restituer aux souscripteurs. La restitution des fonds peut également être demandée directement au dépositaire par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. Pour l'Association nationale des sociétés par actions, l'ANSA, le délai de 6 mois constitue une mesure pour favoriser la réalisation de l'augmentation de capital et en même temps un moyen de protection des souscripteurs. Rien n'interdit donc de fixer un délai inférieur à 6 mois pour pouvoir demander la restitution des fonds. Notez que cette solution est transposable aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés par commandite par action. Les petites sociétés commerciales, désormais dispensées d'établir un rapport de gestion. La loi pour un État au service d'une société de confiance dispense toutes les sociétés commerciales, quelle qu'en soit la forme, de l'obligation d'établir un rapport de gestion si elles répondent à la définition des petites entreprises. Jusqu'ici, cette dispense n'avait été introduite en droit français que pour les petites sociétés unipersonnelles, EURL et SASU, dont l'associé unique personne physique est le seul gérant ou président. Rappelons que sont des petites entreprises les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice 2 des 3 seuils suivants. Total du bilan 4 millions d'euros, montant net du chiffre d'affaires 8 millions d'euros, nombre moyen de salariés au cours de l'exercice 50. Cette mesure est entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 et va bénéficier à environ 1,3 million de petites entreprises. 2 brèves remarques sur cette dispense bienvenue. D'abord, à notre avis, cette dispense prévue par la loi peut jouer même si les statuts prévoient l'établissement d'un rapport de gestion. Ensuite, il faut relever que la loi ne se prononce pas sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise que doivent établir les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Certes, ce rapport est joint au rapport de gestion, de sorte que la dispense de rapport de gestion pourrait entraîner une dispense de rapport sur le gouvernement.
La prudence commande cependant de continuer à l'établir. Espérons que le législateur profitera des débats sur le projet de loi Pacte à venir pour corriger cette imprécision. Dividendes prélevés sur les réserves. Une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée en comptabilité à la date à laquelle elle a été décidée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif. Elle diminue donc à cette date le montant des capitaux propres. Poursuite individuelle des créanciers. Dans le cadre d'une procédure collective, les poursuites individuelles des créanciers sont interdites, même en cas de fraude du débiteur. Une illustration. Se plaignant de malfaçons dans le remplacement de fenêtres de leur domicile par une entreprise, des époux demandent en référé la désignation d'un expert. 2 semaines plus tard, l'entreprise est mise en redressement judiciaire. Avant qu'un plan de redressement soit arrêté au profit de celle-ci, les époux qui n'ont pas déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure collective poursuivent l'entreprise en justice, lui réclamant des dommages-intérêts pour les malfaçons. Et cette démarche est vaine, car le fait que le débiteur n'a pas même sciemment informé ses créanciers de sa mise en procédure collective ne permet pas à ces derniers de le poursuivre en paiement au mépris de l'interdiction des poursuites individuelles. Comblement de passifs. Attention, commet une faute de gestion le gérant qui rembourse 2 comptes courants d'associés, dont le sien, alors que la déclaration de cessation des paiements de la SARL était inéluctable et que la société risquait d'être condamnée en justice au paiement d'une importante somme d'argent. Dans une telle situation, la responsabilité du gérant a été retenue et il a été condamné à payer 150 000 € car ces remboursements constituaient des fautes de gestion en ayant privé la société de toute trésorerie du fait de l'absence d'actifs disponibles permettant d'exécuter la condamnation et ils empêchaient par là même la poursuite de l'instance judiciaire. Action en responsabilité d'un dirigeant. L'action en responsabilité d'un dirigeant pour faute de gestion doit être engagée dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Notez que la dissimulation permettant de reporter le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre un dirigeant implique un élément intentionnel caractérisé par la volonté du dirigeant de cacher la faute commise. En cas de dissimulation d'une décision fautive prise par le conseil d'administration ou le directoire d'une SA, la volonté de dissimulation de chaque administrateur ou membre du directoire est établie dès lors qu'il ne s'est pas opposé personnellement à cette décision. Bail commercial et frais d'agence. Lorsqu'il envisage de vendre son local commercial, le propriétaire en informe le locataire, qui bénéficie alors d'un droit d'acquisition prioritaire. Dans ce cas, le bailleur des locaux commerciaux doit notifier au locataire une offre de vente qui ne peut pas inclure des frais d'intermédiaire, les honoraires de l'agent immobilier par exemple. Autorisation de louer un local d'habitation pour de courtes durées. Le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé à Paris est poursuivi pour avoir loué ce bien de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage sans avoir obtenu l'autorisation de changement d'usage prévue par le Code de la construction et de l'habitat dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les communes de la petite couronne de Paris. Ce propriétaire a été condamné au paiement d'une amende civile de 20 000 €. Le fait qu'il ait donné son logement en location meublée à une société
avec autorisation expresse de le sous-louer de manière temporaire, ne le dégageait pas de la responsabilité qu'il encourait en qualité de propriétaire du logement. Conclusion d'un contrat d'entreprise. Le contrat de louage d'ouvrage, plus couramment appelé contrat d'entreprise, se forme par la seule rencontre des consentements des parties. Aucun formalisme n'est exigé. Dès lors, l'absence d'acceptation expresse d'un devis de travaux ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat d'entreprise. Celui-ci peut résulter de l'exécution des travaux et de leur facturation conformément au devis. Titrisation de créances. Le gérant d'une société se rend caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers une banque à concurrence d'une certaine somme. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque poursuit la caution et obtient sa condamnation à lui payer cette somme. Un fonds commun de titrisation à qui la banque a cédé sa créance, invoquant sa qualité de cessionnaire et le jugement de condamnation, fait procéder à diverses mesures d'exécution sur les biens de la caution. Le gérant, s'étant porté caution, conteste alors la qualité de créancier du fonds et demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre de mesures d'exécution sans titre. La demande du gérant est rejetée. En effet, la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Voici maintenant l'actualité sociale du mois. Avenir professionnel. Définitivement adoptée par le Parlement le 1er août 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur la formation professionnelle. Elle place en son centre le compte personnel de formation du travailleur, qui devient le maître de son parcours de formation tout au long de sa carrière. La formation en alternance fait également l'objet de modifications substantielles, notamment en ce qui concerne le contrat d'apprentissage, dont les modalités de conclusion, d'exécution et de rupture sont revues. La loi comporte aussi un important volet chômage, avec les mesures emblématiques d'ouverture de droits au profit des travailleurs indépendants et de possible mise en place d'un bonus-malus pour les contributions patronales. Elle instaure des mesures notables en matière d'égalité professionnelle et de lutte contre le harcèlement, d'accès à l'emploi et d'obligation d'emploi des personnes handicapées et de contrôle des entreprises et de sanctions. Comme cette importante loi n'a pas été encore publiée à l'heure où nous enregistrons, suite à un recours devant le Conseil constitutionnel, nous y reviendrons plus largement dans le magazine d'octobre. Gérant de SARL, membre du collège de gérance majoritaire. Les gérants non associés ou minoritaires de SARL relèvent du régime général des salariés. Cette affiliation à titre obligatoire suppose que les intéressés soient rémunérés et qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Les gérants majoritaires de SARL dépendent quant à eux de la sécurité sociale des indépendants, gérée depuis le 1er janvier 2018 par le régime général et avant cette date par le régime social des indépendants. C'était à ce régime que le membre d'un collège de gérance majoritaire entendait échapper en faisant valoir qu'il ne possédait aucune part dans le capital de la SARL. Cette circonstance est indifférente pour la Cour de cassation. Pour elle, en effet, la condition tenant à l'absence de participation majoritaire s'apprécie au niveau du collège de gérance et non au niveau de ses membres. Succession de contrats avec le même salarié. Une confirmation jurisprudentielle importante.
Faire appel à des CDD de remplacement de manière récurrente ne caractérise pas un recours systématique à ces contrats. Ainsi, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payé ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Égalité de traitement. La Cour de cassation s'est prononcée sur l'application du principe d'égalité de traitement entre les salariés selon qu'ils ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord de substitution. Selon elle, les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ne peuvent pas revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles antérieures au titre du principe d'égalité de traitement. Vous noterez que cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de réduction progressive du champ d'application du principe d'égalité de traitement. Devoir de loyauté d'un dirigeant. Le salarié devenu mandataire social reste tenu à une obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat de travail, de sorte que les faits commis pendant cette période peuvent justifier son licenciement. Une illustration. Un salarié d'une société est nommé mandataire social et son contrat de travail est suspendu. Quelques années plus tard, la société le révoque de son mandat et le licencie peu après pour faute grave, lui reprochant d'avoir eu un comportement agressif et critique envers un autre dirigeant de la société pendant la période de suspension de son contrat de travail. Une cour d'appel juge ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les griefs reprochés au salarié étaient antérieurs à la reprise de son contrat de travail. Selon elle, seuls les faits postérieurs à la révocation du mandat social, la suspension du contrat de travail prenant alors fin, peuvent justifier un licenciement. Censure de la Cour de cassation. Pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur à une obligation de loyauté. Connexion à des fins personnelles et licenciement. Un volume très important des enregistrements et des connexions réalisées sur son poste de travail à des fins privées par un salarié est découvert à l'occasion d'un changement de matériel informatique et constaté par huissier. L'analyse du disque dur démontre que l'ordinateur a servi notamment à télécharger 70 films et à enregistrer dans le dossier Mes images 4700 photographies personnelles, aucun de ces fichiers ne portant la mention personnelle. Tout cela dépasse de loin les limites d'une tolérance de l'employeur et témoigne d'un désinvestissement habituel du salarié de son travail au profit d'occupations personnelles. Un tel comportement et la désinvolture adoptée par l'intéressé à l'égard des clients constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Harcèlement moral. Une cour d'appel a relaxé du chef de harcèlement moral un chef cuisinier dont elle a reconnu que le comportement autoritaire excédait les limites de son pouvoir de direction. Cette relaxe est intervenue au motif que ces agissements étaient tenus à l'égard de tout le personnel dans le contexte particulier du travail en cuisine. Ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, notamment de l'excès de pouvoir autoritaire et donc de l'existence des éléments constitutifs du délit de harcèlement moral, la relaxe de la Cour d'appel a été retoquée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Éviction d'un salarié d'un programme de formation. Un salarié, vendeur-caissier, bénéficiait depuis 2 ans d'un programme de formation destiné à promouvoir de futurs responsables de magasin. Mais il en a été exclu par l'employeur avant le terme de cette formation en raison de ses retards répétés et injustifiés et d'un comportement inadapté avec l'équipe d'encadrement. Estimant avoir subi une sanction injustifiée, le salarié a demandé notamment sa réintégration dans le programme de formation. Approuvé par la Cour de cassation, les juges ont débouté le salarié de ses demandes et écarté la qualification de sanction. En effet, si le comportement du salarié est incompatible avec le programme de formation auquel il participe, son exclusion de ce programme n'est pas une sanction. Rupture conventionnelle. Lorsqu'une première convention de rupture a fait l'objet d'un refus d'homologation, les parties qui signent une seconde convention doivent impérativement prévoir un nouveau délai de rétractation de 15 jours. L'indemnité de rupture conventionnelle collective est-elle assujettie au forfait social ? Revenant sur sa position, l'ACOSS indique désormais sur son site que l'indemnité de rupture conventionnelle collective est totalement exonérée du forfait social. Prudence toutefois, car les indications diffusées sur le site des URSSAF n'étant pas opposables en cas de contrôle, les cotisants qui souhaiteraient appliquer la nouvelle position de l'ACOSS ont tout intérêt à sécuriser leurs pratiques en ayant recours au rescrit social. Cela dit, il est probable qu'une modification des dispositions légales interviendra en fin d'année dans les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale pour 2019. Reste à savoir si ces dispositions attendues régleront le sort des indemnités versées en 2018. Indemnité de rupture conventionnelle. Indemnité de rupture conventionnelle. La Cour de cassation a confirmé que seules les entreprises relevant de la branche d'activité représentée par le MEDEF, l'UPA et la CGPME sont tenues de verser aux salariés signant une rupture conventionnelle une indemnité au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement. À défaut, le salarié ne peut donc prétendre qu'à une indemnité spécifique de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement et non à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en octobre. À bientôt!